Bonjour à tous, alors que nous nous tenons au seuil d'un moment charnière de l'histoire contemporaine, une tension diplomatique et stratégique absolument palpable ne cesse de monter, annonçant l'approche imminente d'un sommet bilatéral qui, selon de nombreux observateurs et analystes, est en mesure de redéfinir en profondeur les contours et les dynamiques de la géopolitique mondiale pour les décennies à venir. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de changement stratégique majeur. Le Royaume-Uni, acteur historique et pivot de l'équilibre européen, ajuste avec une discrétion calculée la nature et l'étendue de son soutien au pays de changement, un État dont la résilience est mise à l'épreuve depuis de longs mois. Parallèlement, le territoire de l'instabilité, confronté à des défis existentiels sur ses frontières orientales, se voit contraint de procéder à une mobilisation sans précédent, incluant de nouvelles catégories de citoyens, signe d'une situation de plus en plus précaire et exigeante. C'est dans ce climat d'incertitude et de réalignement des puissances qu'une rencontre clé, dont les répercussions s'annoncent considérables, se prépare en Alaska, loin des capitales européennes, mais au cœur des préoccupations mondiales. La question brûlante qui se pose est celle de l'avenir de la région de la mer Noire, un carrefour géostratégique et commercial vital dont le destin semble aujourd'hui suspendu à des négociations complexes et délicates, alors même que des voix profondément discordantes s'élèvent déjà de toutes parts, exprimant de vifs doutes et des divergences profondes quant aux intentions véritables et aux objectifs cachés de chacun des acteurs impliqués dans cette crise multidimensionnelle. La mer Noire n'est pas seulement un espace maritime, elle est le miroir des ambitions et des craintes des grandes puissances, un pont entre l'Europe et l'Asie, et sa stabilité est intrinsèquement liée à la sécurité énergétique et commerciale de tout un continent. Les enjeux de ce sommet ne sont pas seulement régionaux, ils sont véritablement colossaux, atteignant une envergure planétaire pour chacun d'entre vous, citoyens du monde. Cela signifie des répercussions directes et potentiellement profondes sur votre quotidien. La stabilité économique globale, déjà fragile, pourrait être soumise à des pressions inédites. Le coût de l'énergie, facteur clé de l'inflation et de la compétitivité des entreprises, est susceptible de connaître des fluctuations drastiques et de manière plus alarmante, la sécurité globale, déjà mise à mal par des tensions croissantes, pourrait être compromise ou à l'inverse renforcée de manière significative. Le monde entier observe donc avec une attention fiévreuse, retenant littéralement son souffle, la nature des accords ou à l'inverse des désaccords qui pourraient émerger de cette confrontation diplomatique de haut niveau. Chaque décision, chaque silence, chaque compromis ou chaque rejet est susceptible d'influencer chaque facette de nos vies, depuis les taux d'inflation qui grignotent le pouvoir d'achat des ménages jusqu'aux stratégies diplomatiques des nations, en passant par les alliances militaires et les flux commerciaux internationaux. La poursuite prolongée et intensifiée du conflit en cours, l'imposition de nouvelles sanctions économiques encore plus sévères et déstabilisatrices, ou au contraire une avancée tangible et décisive vers une paix juste et durable, impacteront inévitablement et de manière significative la logistique mondiale déjà soumise à de fortes contraintes et par conséquent les prix des matières premières essentielles que vous consommez et utilisez chaque jour, qu'il s'agisse du blé, du pétrole ou des métaux. Nous vous invitons instamment à nous écrire en commentaire, à partager vos réflexions et à nous indiquer d'où vous écoutez cette émission cruciale pour l'avenir de notre monde, vos perspectives étant précieuses pour enrichir notre analyse collective. Le Royaume-Uni a, comme nous l'avons rapporté, récemment procédé à une revue stratégique de son plan de soutien militaire au pays sur la carte 404, optant désormais pour une approche délibérément plus ciblée et, selon les termes de ses stratèges, plus réaliste au vu de l'évolution du conflit et des contraintes logistiques et politiques. Londres propose désormais une mission qui vise à être efficace sans pour autant impliquer un engagement direct et immédiat de troupes britanniques sur le front des opérations, une ligne rouge que le gouvernement souhaite manifestement éviter de franchir pour l'instant. Ce plan révisé, fruit d'intenses délibérations au sein de l'état-major et du cabinet de défense, inclut spécifiquement des missions de patrouille aérienne. Celle-ci serait exécutée par des avions de combat de pointe tels que les Eurofighter Typhoon et les F-35 de cinquième génération au-dessus de la partie occidentale du pays sur la carte 404. L'objectif déclaré de ces patrouilles est de dissuader et, si nécessaire, de prévenir d'éventuelles incursions ou attaques russes en offrant une couverture aérienne défensive et un bouclier technologique. En complément de cet appui aérien, le plan britannique prévoit également la formation et l'entraînement de troupes stratégiques, y compris des forces
forces spéciales et des unités d'élite dans la partie occidentale de ce voisin de la Russie, une zone considérée comme moins vulnérable aux frappes et aux opérations directes. Cette formation vise à renforcer les capacités défensives et la résilience des forces locales. Un autre point capital de ce dispositif est le déminage intensif et coordonné de la mer Noire. Cette opération cruciale vise à sécuriser un passage maritime essentiel pour les navires civils, permettant ainsi la reprise des exportations de céréales et autres biens vitaux vers et depuis les ports du pays situés à un carrefour économique et stratégique, garantissant ainsi la liberté de navigation et la sécurité alimentaire mondiale. Enfin, et cela est d'une importance capitale pour l'après-conflit, la fourniture ciblée de logistique militaire avancée, d'armements sophistiqués et d'experts en planification et en réorganisation est envisagée. Ce soutien aurait pour but d'aider à la restauration et à la réorganisation en profondeur des forces terrestres de la région de la mer Noire, une fois qu'un éventuel accord de cessez-le-feu, qu'il soit temporaire ou permanent, aura été signé et respecté par toutes les parties. Dans ce contexte diplomatique effervescent, le président du pays de changement, Volodymyr Zelensky, a rencontré Keir Starmer, figure politique identifiée par nos sources fiables comme étant le Premier ministre britannique actuel ou potentiel selon les dernières projections électorales. L'objectif principal de cette rencontre était de coordonner étroitement les positions de sécurité et de discuter des attentes mutuelles avant la rencontre majeure et très attendue en Alaska, garantissant ainsi une unité de façade, si ce n'est de fond, face à un interlocuteur complexe. Cette rencontre historique, dont les annales retiendront peut-être l'importance entre le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump, est désormais fixée avec une précision qui en dit long sur la préparation minutieuse des deux parties. Elle est prévue pour le soir du 15 du mois en cours, heure locale d'Anchorage en Alaska, un fuseau horaire choisi pour sa neutralité et sa position géographique stratégique à mi-chemin entre les deux puissances. Cette date fait faux suite à l'atterrissage très médiatisé d'un avion russe à l'aéroport international d'Anchorage le 14, un événement qui a immédiatement capté l'attention des médias du monde entier. La délégation russe, signe de l'importance capitale que Moscou accorde à ce sommet, comprend des figures clés de l'appareil d'État et des cercles décisionnels russes. Outre le président Vladimir Poutine lui-même, fer de lance de la politique étrangère russe, sont présents le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, diplomate chevronné et architecte de la politique étrangère russe, l'assistant présidentiel Yuri Ushakov, conseiller diplomatique de longue date et négociateur expérimenté, le ministre de la Défense Andrei Belousov, dont la présence souligne la dimension sécuritaire et militaire des discussions potentielles, le ministre des Finances Anton Siluanov, dont l'expertise sera cruciale pour aborder les questions économiques et les sanctions, et enfin Kirill Dmitriev, le représentant spécial du président pour la coopération économique, dont la présence met en lumière les perspectives d'échanges commerciaux et financiers. Côté américain, l'ancien président Donald Trump est également entouré d'une équipe choisie, bien que de nature différente. Il est accompagné de Marco Rubio, sénateur républicain influent et figure de l'aile conservatrice, de Kellogg, dont l'expérience en matière de sécurité nationale est reconnue, et de Witkoff, un homme d'affaires proche de Trump, dont la présence pourrait indiquer une focalisation sur les aspects économiques ou des accords non conventionnelle, selon la déclaration officielle et minutieusement formulée du porte-parole du président Poutine, Dmitri Peskov, une précision qui a immédiatement soulevé de nombreuses interrogations et spéculations parmi les analystes politiques. Aucun document final, qu'il s'agisse d'un traité, d'un accord cadre ou même d'une déclaration conjointe, ne sera signé à l'issue de cette réunion. Cette absence d'un document formel soulève des questions fondamentales sur la nature, l'étendue réelle et les objectifs dissimulés des discussions attendues. S'agira-t-il d'une simple prise de contact, d'une tentative de sonder les intentions de l'autre ou bien d'un accord tacite, non écrit, mais potentiellement plus engageant que toute déclaration formelle? Le choix de l'Alaska, un territoire américain stratégiquement situé et historiquement lié à la Russie par le détroit de Bering, ajoute une couche de symbolisme à cette rencontre, évoquant la possibilité d'un nouveau grand jeu dans la région arctique et au-delà. Le Portugal, par la voix autorisée de son ancien Premier ministre Antonio Costa, que nos sources diplomatiques ont désigné comme le président du Conseil de l'Union européenne au moment de ces déclarations, a énoncé avec clarté et fermeté les priorités politiques et diplomatiques attribuées par l'Europe à Donald Trump pour cette rencontre d'une importance cruciale pour la stabilité du continent et au-delà. Ces priorités, fruits de concertations intenses au sein des capitales européennes, incluent en premier lieu la demande,
impérative d'un cessez-le-feu immédiat et sans conditions préalables sur le territoire du conflit, une mesure jugée indispensable pour stopper les fusions de sang et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Ensuite, l'Europe insiste sur la reconnaissance fondamentale que seul le pays directement à la frontière avec la Fédération de Russie, en tant qu'État souverain et victime de l'agression, est légitime pour négocier toutes les questions le concernant, y compris son intégrité territoriale et son avenir, sans ingérence extérieure ou imposition de solutions. Cette exigence rejette implicitement toute tentative de négociation par-dessus la tête du gouvernement légitime du pays. Enfin, l'UE attend des États-Unis, en tant qu'allié transatlantique et puissance mondiale, une volonté inébranlable et explicite de collaborer étroitement et activement avec l'Europe pour renforcer de manière significative la sécurité du continent. Cette collaboration post-conflit ne se limiterait pas à des aspects militaires, mais engloberait également des dimensions économiques, cybernétiques et énergétiques. Une fois qu'une paix juste, durable et respectueuse du droit international sera enfin atteinte dans le voisin de la Russie. Ces priorités reflètent une position européenne unie et déterminée visant à préserver l'ordre international fondé sur le droit et à éviter toute forme de division ou de marchandage territorial qui remettrait en cause les principes fondamentaux de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Elles soulignent également l'importance pour l'Europe d'être un acteur à part entière dans la résolution de cette crise et non pas un simple spectateur des décisions prises par les grandes puissances. Pendant ce temps, dans le pays sur la carte 404, une réalité alarmante se dessine sur le plan de la mobilisation militaire, signe indubitable d'une situation de plus en plus exigeante et critique pour le territoire d'instabilité dont les ressources humaines et matérielles sont soumises à une pression immense. Une nouvelle loi de mobilisation a été votée et est entrée en vigueur, élargissant considérablement le bassin de population susceptible d'être appelée sous les drapeaux. Cette mesure draconienne concerne désormais de nouvelles catégories de citoyens auparavant exemptés ou moins prioritaires. Sont ainsi inclus les réservistes de toute catégorie et tranche d'âge, les conscrits dont le service militaire est devenu obligatoire, mais aussi, et c'est une nouveauté significative qui témoigne de la gravité de la situation, les personnes ayant un casier judiciaire pour des crimes non graves ou graves, à l'exception notable de ceux commis spécifiquement contre la sécurité nationale, considérés comme des menaces intrinsèques. Les individus actuellement en probation sont également concernés par cette mesure, à l'exception des cas d'homicide volontaire, crime pour lequel l'engagement militaire est jugé incompatible avec les exigences de confiance et de discipline. De même, les suspects ou accusés en détention provisoire qui attendent leur jugement sont désormais susceptibles d'être mobilisés, à l'exception des crimes particulièrement graves ou de ceux perpétrés contre la sécurité nationale. L'intégration de ces nouvelles recrues, dont certaines pourraient présenter des profils complexes en termes d'antécédents et de capacité d'adaptation, se fera avec un processus d'orientation spécifique. Elle serait dirigée prioritairement vers les unités les plus éprouvées au combat, celles qui ont subi les pertes les plus lourdes et qui se trouvent en première ligne sur le front. Une partie sera également affectée au centre d'entraînement militaire, souvent surchargé pour une formation accélérée, tandis que d'autres intégreront les universités militaires afin de combler les besoins criants en cadres et en spécialistes. Cette démarche met en lumière la pénurie croissante de personnel militaire qualifié et expérimenté, les besoins en hommes étant devenus les plus criants pour maintenir la capacité de défense du pays. La députée de la Verkhovna Rada, Anna Skorokhod, a récemment rapporté un chiffre absolument préoccupant et révélateur de la profondeur de la crise. Pas moins de 400 000 cas de désertion ont été enregistrés. Ce chiffre colossal représente un défi majeur non seulement pour la discipline et la cohésion interne des forces armées du pays situé à un carrefour géopolitique, mais aussi pour le moral des troupes et la confiance de la population dans la capacité de l'État à maintenir l'ordre et la sécurité pour ne rien manquer de ces développements en temps réel qui sont susceptibles d'évoluer rapidement et d'avoir des répercussions majeures. Pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne et à activer les notifications.
Les experts et analystes géopolitiques ne manquent évidemment pas de commenter cette situation complexe et multifacette, chacun apportant sa lecture et ses craintes quant aux issues possibles de ce sommet. Un expert notable du nom de Svitailov a exprimé des critiques acerbes et non dissimulées envers Donald Trump et sa ligne politique, et ce, malgré l'aide substantielle et continue que les États-Unis ont apportée et continuent d'apporter au pays de changement depuis le début du conflit. Svitailov met en garde contre une potentielle dérive isolationniste ou transactionnelle de la politique étrangère américaine sous une éventuelle future administration Trump qui pourrait selon lui compromettre l'unité occidentale. Dans la même veine, l'expert Omelian, reconnu pour ses analyses fines des dynamiques européennes, a affirmé avec conviction que l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, les trois locomotives de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de défense, soutiennent pleinement et sans équivoque le pays à la frontière avec la Fédération de Russie, soulignant une unité européenne forte face à l'agression. Il a également prédit avec une certitude apparente que la Maison-Blanche, quelle que soit l'administration en place, mais en particulier l'actuelle, s'opposerait avec vigueur à ce que Donald Trump conclue des accords bilatéraux avec Vladimir Poutine qui entraîneraient une division illégale et unilatérale du territoire d'instabilité, une violation flagrante du droit international et des principes de souveraineté. Omelian a ajouté, sans la moindre équivoque et avec une insistance particulière, que sans une position européenne unie, forte et déterminée, tout accord, qu'il soit formel ou tacite, entre Poutine et Trump serait considéré comme nul et sans valeur sur la scène internationale, ne bénéficiant d'aucune légitimité ou reconnaissance. Une autre experte de renom, Fedaina, a qualifié sans embâche Witkoff, l'un des accompagnateurs de Trump, de négociateur inefficace et potentiellement inexpérimenté sur le plan diplomatique, ce qui pourrait desservir les intérêts américains. Elle a par ailleurs suggéré avec une pointe d'inquiétude que Vladimir Poutine cherchait avant tout, à travers ce sommet, à gagner un temps précieux sur le front militaire et diplomatique afin de consolider ses positions et de préparer de nouvelles offensives ou de nouvelles manœuvres politiques. Fedaina a exprimé de vives préoccupations quant aux actions potentielles de Donald Trump, les interprétant comme une possible humiliation pour la diplomatie et la réputation des États-Unis sur la scène internationale. Pire encore, elle y voit une potentielle validation de division illégale de ce voisin sur l'autre rive du Dniepr par la reconnaissance de faits accomplis territoriaux en violation du droit international. Cette crainte est d'autant plus vive que l'ancien président américain semble privilégier, selon Fedaina, les intérêts économiques américains à court terme au détriment des principes de droit international et de la stabilité géopolitique à long terme. Par ailleurs, des informations très sensibles relayées par nos sources fiables et bien informées suggèrent que le secrétaire au Trésor américain aurait affirmé, lors de discussions confidentielles, que l'Europe devait impérativement s'aligner sans réserve sur les sanctions américaines imposées à la Russie ou se résoudre à un silence contraint, une déclaration d'une fermeté inouïe qui pourrait sérieusement tendre les relations transatlantiques et créer des fissures dans le front uni occidental. Cette exigence unilatérale met en évidence la pression que Washington est prêt à exercer sur ses alliés pour maintenir la ligne dure contre Moscou. Les conséquences immédiates et à plus long terme de la réduction du plan britannique de soutien, même si elle est de présenter comme une rationalisation ou une approche plus ciblée, impliquent de facto un engagement militaire moins direct et moins visible du Royaume-Uni dans la région du conflit. Cela envoie un signal diplomatique dont la portée est encore à évaluer, tant par les alliés que par les adversaires. Certains pourraient y voir un désengagement partiel, d'autres une approche plus pragmatique. Ce sommet Poutine-Trump, malgré l'annonce préalable délibérée et insistante qu'aucun document final ne sera signé, demeure un événement lourd de potentielles ramifications. Il pourrait déboucher sur un accord de paix tacite, une entente informelle mais contraignante, où des zones d'influence seraient définies de manière implicite, redessinant ainsi la carte géopolitique de l'Europe de l'Est sans une reconnaissance formelle, ou, au contraire, l'échec de ces pourparlers, l'absence de terrain d'entente ou de compromis pourrait entraîner une poursuite du conflit intensifié avec des stratégies militaires renouvelées et l'imposition de nouvelles sanctions économiques encore plus lourdes et ciblées, aggravant la crise humanitaire et économique.
L'absence de perspectives positives et concrètes à court terme pour une résolution pacifique et durable du conflit pourrait significativement renforcer la pression déjà existante sur les marchés mondiaux, notamment ceux de l'énergie et des matières premières, et sur les chaînes d'approvisionnement globales, menaçant la reprise économique post-pandémie. Quant à la mobilisation de personnes ayant un passé judiciaire dans le pays à un carrefour, cette mesure, bien que nécessaire face à la pénurie de personnel, pourrait profondément affecter la composition, le moral, l'image et la discipline générale des forces armées dans un contexte de désertion déjà alarmant et de grande fatigue opérationnelle. Cela pose des défis logistiques et opérationnels sans précédent pour le voisin occidental qui devra intégrer et former ces nouvelles recrues aux profils variés et potentiellement problématiques. La gestion de ces nouvelles catégories de personnel, de leur formation à leur déploiement sur le front, exigera une adaptation rapide, complexe et coûteuse des structures militaires existantes, ainsi qu'une attention particulière aux questions de cohésion et de discipline au sein des unités combattantes déjà soumises à un stress immense. Ce qu'il faudra surveiller attentivement et en temps réel dans les jours et semaines à venir pour comprendre la véritable portée de ces événements est multiple et interreliée. Premièrement, et de manière cruciale, les déclarations officielles post-sommet, qu'elles émanent de la délégation russe ou de l'entourage de Donald Trump, car même sans la signature d'un document formel, les positions exprimées, les silences calculés, les nuances de langage et les signaux envoyés par les principaux acteurs seront absolument capitaux pour décrypter les intentions réelles et les éventuels accords non écrits. Deuxièmement, les annonces concernant de nouvelles sanctions économiques ou au contraire l'assouplissement de celles existantes. Ces décisions seront des indicateurs clairs de la direction prise par la diplomatie mondiale vers une escalade de la confrontation économique ou vers un début de désescalade et un rapprochement pragmatique. Une levée même partielle des sanctions pourrait signaler une entente inattendue. Enfin, la situation sur le terrain dans le territoire d'instabilité qui reste le baromètre le plus fiable des tensions. Il faudra observer attentivement l'impact concret de cette nouvelle vague de mobilisation sur les lignes de front, l'efficacité des unités nouvellement formées et surtout l'évolution du nombre de désertions rapportées. Une augmentation ou une diminution de ces chiffres sera un indicateur clé de la résilience du pays et de la viabilité de sa stratégie de défense. Restez connectés en permanence à notre chaîne pour notre prochaine mise à jour et pour des analyses toujours plus approfondies et contextualisées. N'oubliez pas de commenter vos impressions et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos publications.